Je vais vous parler aujourd'hui de la supraconductivité. Donc, pour commencer, cette petite panoplie de grands instruments scientifiques où on voit ici, on voit le tunnel, le Large Hadron Collider au CERN, qui a permis de nombreuses découvertes récemment, le boson de Higgs. On voit l'intérieur du Thor Supra, on voit le fond cosmologique mesuré par Planck, un train allant à 500 km/h parce qu'il lévite sur ses rails, des câbles dans le réseau électrique à Long Island et surtout des applications médicales comme l'IRM qui est maintenant très démocratisée et qui permet une imagerie absolument fantastique, jamais connue auparavant, du corps humain et bien d'autres choses. La téléphonie, des capteurs ultrasensibles, qu'est-ce que tout ça en commun? Eh bien, ça a en commun que ces choses-là n'auraient pas été possibles sans la supraconductivité. Donc, on va vous en parler un tout petit peu aujourd'hui. Donc, qu'est-ce la supraconductivité? Donc, c'est avant tout, donc on commence par les mots barbares, après on s'explique. Donc, c'est avant tout une manifestation de la mécanique quantique, mais à notre échelle, à l'échelle macroscopique. Donc, qui dit manifestation de la mécanique quantique, on va tout de suite être dans ce qui est contre-intuitif. Donc, il y a plein de propriétés des matériaux supraconducteurs qui vont être contre-intuitifs. Donc, en premier, comment ça se manifeste? Vous avez ici un graphe. N'ayez crainte, il n'y en aura pas beaucoup, il y en a un. Donc ici, vous avez la température et là, vous avez la résistance électrique du matériau. Donc j'ai un bout de matériau, je passe un courant électrique et je mesure la tension. Et puis le rapport, c'est la résistance. Donc on commence à haute température, c'est un métal, il y a une résistance. On refroidit et boum, il y a une température particulière qu'on appelle la température critique où la résistance disparaît complètement. Donc Patrick a déjà fait allusion, c'est parce qu'on a un mouvement qu'on appelle cohérent des électrons. Les électrons, un électron qui se trouve à un côté de la pièce, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut, non, doit accorder son mouvement avec l'autre qui est loin, qui est de l'autre côté. Toute proportion gardée, mais c'est ça la mécanique quantique, et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas diffuser les électrons comme on veut, et ça a pour conséquence que la résistance électrique disparaît. Donc elle disparaît, comme elle n'est plus là, ça veut dire qu'il n'y a plus de puissance électrique dissipée, et donc l'effet Joule, les plaques chauffantes faites à partir d'un matériau supraconducteur, ça risque de ne pas très bien marcher, il n'y a aucun effet Joule. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour le transport d'énergie? Si vous avez un paquet comme ça de câbles en cuivre, il va pouvoir porter un certain courant, un certain ampérage. Eh bien, le même courant, vous allez le porter dans cette brindille supraconductrice qui est évidemment beaucoup plus efficace. Et c'est ça qui se passe dans le réseau électrique à Long Island, qui est le premier exemple de l'application de la supraconductivité dans un réel secteur électrique. Donc, qui veut utiliser la supraconductivité va d'abord devoir comprendre ses limites. Donc, on en a vu une première, c'est la température. Effectivement, les températures critiques en dessous de laquelle on a la supraconductivité sont plus hautes, mais encore basses. Il y a des résultats spectaculaires très récemment, mais sur des matériaux qui sont très difficiles à appliquer parce que ça se passe à très très haute pression. Ensuite, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on applique un champ magnétique. Donc, c'est de quoi on va parler. À chaque fois qu'on applique un courant électrique, on a forcément un champ. Donc, on applique un champ. Donc, on applique le champ. Le champ, il va être exclu parfaitement. Donc, c'est encore contre-intuitif. Il n'y a pas de champ magnétique ni électromagnétique de quelque sorte dans le supraconducteur. On augmente le champ encore. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Cette température critique, elle va hélas diminuer. On marche là, et quand on arrive à un champ critique supérieur, il sera réduit à néant, ce qui veut dire que la supraconductivité, elle sera utile que dans une certaine partie de ce qu'on appelle le diagramme de phase, température-champ. Donc maintenant, pour utiliser la supraconductivité, il faut comprendre ce qui se passe
là-dedans, là dans cette zone supra. Donc là, il y a encore un résultat qui est très bizarre, contre-intuitif. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le champ magnétique, il va se rassembler en paquets et il va traverser le supraconducteur en paquets, en entités bien définies, quantifiées, qu'on va appeler, qui sont en fait des tourbillons de courant électrique, qu'on appelle vortex, mais qui sont la clé de toute la compréhension du comportement, ou presque toute la compréhension du comportement des supraconducteurs pour les applications. Notamment, maintenant, si vous avez cet état des choses et vous passez un courant électrique, ces vortex, ces tourbillons, ils vont se mettre en mouvement et là, c'est fini avec la supraconductivité. Il faut arrêter leur mouvement. Donc, comment les arrêter? Ça se fait par toutes les imperfections. Donc, troisième idée contre-intuitive, si le matériau est imparfait, les imperfections arrêtent les vortex et ça redevient un supraconducteur. Plus c'est imparfait, mieux c'est. Donc c'est à l'encontre de ce qui se passe dans les matériaux dont on a l'habitude. Et ce fait que les vortex soient arrêtés, c'est exprimé par ce qu'on appelle un courant électrique critique qui est limitateur, qui va être le courant maximal qu'on va pouvoir passer. Et une fois qu'on a ça, qu'on a ce courant critique, bien, vous connaissez cette image du supraconducteur qui lévite au-dessus d'une piste d'aimant. C'est sur ma table l'équivalent du train qui lévite. Eh bien, c'est possible uniquement parce qu'il y a un courant critique élevé. Et là, vous avez un aimant supraconducteur qui va pouvoir fonctionner uniquement grâce à ça. Donc, ensuite, quels matériaux? Bon, en fait, aujourd'hui, parmi les matériaux à haute température critique, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment le matériau de choix. Il a 20 ans. Donc, quand je suis entré, un peu plus, 30 ans il a, quand je suis entré en recherche, voilà. Donc, c'est yttrium, barium, cuivre, oxyde, donc c'est synthétique, hein, c'est un peu compliqué. Là, on voit des monocristaux de ce matériau. Donc, qu'est-ce qu'il a pour lui? Bon, la température critique est élevée. Elle est de 92 Kelvin, donc on est à presque moins 200, moins 180 Celsius, donc c'est toujours très bas, mais pas si bas que ça. Le champ critique est extrêmement élevé, et surtout, il peut supporter les plus forts courants de n'importe quel autre matériau. Donc on parle de milliers et de milliers d'ampères par centimètre carré. Donc dans un petit câble comme ça, vous avez des milliers d'ampères. Ensuite, on a appris pendant les 20-30 dernières années à le façonner. Donc, il est en céramique, on peut en faire des câbles, des matériaux hybrides dont Laurence a parlé, dont on a besoin pour façonner ce courant critique. On sait maîtriser les procédés de fabrication et surtout, c'est quelque chose de non toxique. Donc là, il y a yttrium, barium, bon, c'est pas très commode, mais c'est pas toxique, c'est utilisable. Patrick faisait allusion à des matériaux qui ont une température critique plus élevée, mais bon, il faut du mercure, donc jamais ça sera appliqué, jamais. On ne veut pas de ça. Donc ici un autre exemple de fabrication. Donc là on avait des cristaux, là on a une couche mince, donc celle-là elle est assez grande, elle fait presque 10 cm en diamètre et c'est sur ça qu'on travaille actuellement au laboratoire des solides irradiés en collaboration avec des industriels. Donc qui veut avancer doit comprendre les limites. Donc ce matériau il en a quand même deux fondamentales. Donc il y a, malgré sa supraconductivité, il y a des électrons qui ne jouent pas le jeu, qui ne veulent pas être supraconducteurs, et ça à n'importe quelle température. Donc ça c'est une limitation qui va limiter TC, ça va être la limite à la température critique. Et il y a une limite pratique, c'est celle du courant critique et des vortex dont on a déjà parlé. Donc, nous, au laboratoire des solides irradiés, on est intéressé en plusieurs axes de recherche. Donc, il y a un axe qui est clairement fondamental et qui s'adresse aux limites fondamentales. Donc, la première, c'est le problème de TC. Qu'est-ce qui régit vraiment la température critique d'un matériau supraconducteur? Et dans le matériau en question, c'est donc j'ai dit des électrons qui veulent pas rentrer dans le rang, qui jouent pas le jeu. Et là, dans ce cas-là, comment on peut étudier ça? On peut mettre des imperfections et ces électrons qui ne jouent pas le jeu, ils vont être très sensibles à ça parce qu'ils vont donner de la résistance comme si c'était un matériel normal. Ensuite, le courant critique, je vous ai déjà dit, on peut mettre des imperfections et changer
le courant critique. Et l'étude de comment cela se fait, c'est un des axes de nos recherches en laboratoire. Et pour ça, on a un instrument donc, qui est un accélérateur de particules à très haute énergie. Vous pouvez irradier un cristal, vous faites des imperfections de manière contrôlée. Et c'est ça qui va permettre de faire des études sur ces domaines-là. Aujourd'hui, on va parler plutôt application. Donc, on travaille sur plusieurs projets qui concernent tous les Libacchio sous forme de couches minces. Donc, on en voit ici insérés dans des composantes pour l'électronique, pour les télécommunications. Donc, il y a aussi calcul quantique possible. C'est pas nous, ça se fait au CEA Saclay. On a déjà parlé des détecteurs, donc la IRM. La clé, c'est non seulement l'aimant supraconducteur, c'est aussi le détecteur qui va capter le signal près du cerveau de ce patient et qui peut être beaucoup amélioré en utilisant un matériau supraconducteur, des détecteurs de particules, et puis ici aussi les capteurs dans ce casque sont des capteurs supraconducteurs. Donc, dans le cadre des télécommunications, quel est l'enjeu? Eh bien, ici, vous avez un spectre électromagnétique, c'est la caractéristique d'un filtre supraconducteur, et vous voyez une certaine largeur. Comme le filtre supraconducteur n'a aucune résistance électrique, sa performance va être beaucoup plus élevée qu'un filtre qui est fabriqué en, par exemple, cuivre, qui serait le meilleur conducteur métal normal. Et donc, dans une certaine bande passante, vous passez énormément plus de canaux. Donc, vous voulez utiliser ce supraconducteur. C'est très bien. Pareil, convertisseur, ampli, tout ce qui est électronique, haute fréquence, c'est très bien d'avoir des matériaux supraconducteurs. Par contre, un problème à haute puissance, tout le monde va téléphoner, donc il y a énormément de conversations qui passent par le même dispositif. Il y aura beaucoup de courant qui sera du coup engendré dans votre dispositif supraconducteur, et à haute puissance, ça se dégrade. Donc comment et pourquoi? Je vous ai parlé des limitations fondamentales, les électrons qui ne jouent pas le jeu, le courant critique, et à la fin, on va avoir même un supra, on aura de l'échauffement. Donc, bon, on peut dire, vous mettez n'importe quoi dans le micro-ondes et ça chauffe, et c'est vrai même pour le supraconducteur. Et donc, comment peut-on faire pour prévenir ça? Si on met beaucoup de puissance, on va transiter de R à 0 vers l'état dissipatif métallique. Donc ça, c'était le sujet de mon doctorant Julien Kermenvent, qui avec Thalès, qui est actuellement à Thalès. Donc, qu'est-ce que ça inspire comme recherche actuelle? On a parlé des origines fondamentales et pratiques de la dissipation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On étudie le mouvement des vortex, donc les lignes, des tourbillons de courant à haute fréquence. On peut regarder l'effet de microstructuration sur ces vortex. On peut étudier la dépendance en fréquence qui va nous renseigner sur les mécanismes à la base et aussi en champ magnétique. Est-ce que vous avez, oui ou non, ces tourbillons de courant? Ça va également vous aider. Donc ensuite, le fait que lorsqu'on applique des champs électromagnétiques de forte puissance, que la supraconductivité ne marche plus aussi bien, ça peut être aussi utilisé. Parce que si vous faites ça, en fait, vous avez un dispositif, vous le sollicitez trop, il s'éteint. Il dit, plus compter sur moi. Et ça, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser comment? Par exemple, dans la protection des circuits, donc surcharge de réseau ou impulsion électromagnétique. Donc, il y a un intérêt défense également. Il y a toujours cette crainte que les réseaux puissent être mis à plat totalement par une impulsion électromagnétique de puissance. Eh bien, les éléments supraconducteurs peuvent, mis à l'entrée des dispositifs, pourront protéger les circuits contre ce genre d'événements. Et c'est le sujet un de mes doctorants actuels qui vient de commencer à Thalès avec le LSI, M. Saya Im. Deuxième, on retourne à la médecine, l'IRM, où l'enjeu est la suivante. On veut des détecteurs, je l'ai déjà dit, très très performants, supraconducteurs. Comment se fait l'IRM? Quand vous allez à l'hôpital, je ne vous le souhaite pas, on va vous mettre dans cette grande aimant, électroaimant. Ensuite, on va envoyer une impulsion
qui va en fait mettre en rotation les moments magnétiques de tous les protons dans la partie de votre corps qui est exposée. Et ensuite, donc c'est là, et ensuite on va mesurer. Et cette mesure, on aimerait le faire avec une antenne supraconductrice. Bon, manque de peau, cette antenne, lorsqu'elle est supraconductrice dans cette phase-là, elle va perturber la distribution du champ magnétique dont vous aviez, qui devait être ultra précis pour justement avoir la finesse, la sensibilité de la mesure et la résolution. Donc vous aimerez bien que lorsque l'antenne supraconducteur est sollicitée, elle soit éteinte, et une fois qu'on fait une mesure qui est quelque chose de très fin, elle soit opérationnelle. Donc c'est exactement l'effet dont on a parlé. On peut utiliser cette commutation entre R égale nul et l'état dissipatif pour essayer de faire des dispositifs pour la RMN, la IRM, beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est le sujet de thèse de M. GL en relation LSI, Thales et l'Université Paris-Sud. Voilà, donc ça c'est un exemple. Ici, vous avez des courbes qui sont la transmission du champ électromagnétique en fonction de la fréquence. Donc ces dispositifs ont une fréquence de résonance. Ici, on est à bas niveau, une couche non traitée, une traitée. Et à haut niveau, la couche traitée s'éteint. Donc on invente des techniques pour faire des dispositifs qui s'éteignent, qui s'autocommutent lorsqu'ils sont trop sollicités. J'arrive à la fin, je vais faire un tout petit tour de perspective. Donc très certainement, la supraconductivité, elle est là, elle est dans la vie, on ne la voit pas, mais elle est dans plein d'applications déjà. Elle sera encore plus utilisée en tout ce qui concerne donc capteurs, détecteurs électroniques de l'avenir, surtout si les températures peuvent être augmentées. La plus grande application, c'est la médecine. Donc la supraconductivité est partout en médecine, dans les communications, dans les réseaux UMTS, la téléphonie, et surtout dans la recherche fondamentale. Ensuite, les applications de puissance, ça vient un peu plus lentement, mais ça sera. Donc c'est tout ce qui est câbles, électroaimants, les éléments supraconducteurs, les transports, stockage d'énergie, et on revient aux aimants pour la médecine. Comment on peut y arriver? Donc c'est par architecture nouvelle. Donc on parle de l'échelle macroscopique, comment je vais façonner mon dispositif, mais aussi à l'échelle micro et nanométrique. Comme Laurence l'a montré, on peut nanostructurer les supraconducteurs pour leur donner des meilleures propriétés. Et enfin, les nouveaux matériaux supraconducteurs. Là, je ne m'ose à aucune prédiction. Demain, on pourrait avoir un matériau qui a une température critique à l'ambiante. Ça a toujours été une grande surprise. Je suis certain qu'on verra ce jour. Et puis voilà, après, c'est l'application de ce nouveau matériau qui prend énormément de travail et sur lequel nous travaillons actuellement pour donc revenir à toutes ces belles choses rendues ainsi possibles. Je vous remercie.